Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le témoignage de Maëlane Faure, mentor pour entrepreneuse devenue maman de 2 enfants rapprochés. Dans cet épisode, Maëlane partage notamment pourquoi et comment elle est passée d'un rythme intense à travailler une cinquantaine d'heures par semaine à une nouvelle organisation lui permettant de travailler moitié moins d'heures. Vous découvrirez les coulisses de l'évolution qu'elle a connue en l'espace de quelques années et notamment son programme phare, la Micropreneur Academy, auquel elle a mis fin à l'aube de son 2e congé maternité. Je vous avoue que je me suis beaucoup reconnue dans le témoignage de Maëlane, déjà parce que nous accompagnons toutes les deux des entrepreneuses et non pas avec une posture de coach comme la majorité des mentors business, mais avec une approche de conseil en stratégie. Et en tant que geek de stratégie, c'est toujours réjouissant pour moi, mais aussi parce que moi aussi j'ai diminué mes heures à l'arrivée de mon aîné et je suis sûre que parmi les auditrices, vous êtes nombreuses à avoir cette envie ou même à passer vous aussi à un autre rythme à l'arrivée des enfants. Et moi aussi, j'ai pivoté en remerciant mon équipe et mes anciennes clientes lors de ma 2e grossesse, dans mon cas pour lancer grossesse d'entrepreneuse. Donc vous verrez, Maëlane dévoile la suite de son activité lors de cette interview. Mais bref, au-delà de ces points communs, je suis certaine que vous allez être vraiment hyper inspirés à travers le témoignage de Maëlane parce que c'est vraiment une entrepreneuse ambitieuse qui sait aussi s'écouter et faire des choix parfois radicaux pour rester alignée et ça, je trouve que ça forge l'admiration. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maëlane, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et puis je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Grossesse d'entrepreneuse. Hello Solène, merci beaucoup, puis ravie d'être là. Alors, ce que je te propose pour qu'on démarre notre interview, c'est en fait, que tu nous racontes, toi, comment est-ce que tu appréhendais la vie de famille et la vie, professionnelle, voilà, quand tu étais plus jeune, quand tu étais enfant? Comment est-ce que tu te projetais? Quel choix d'études tu as fait? Et est-ce que, justement, cet équilibre pro perso, c'était quelque chose qui te travaillait déjà à l'époque, ou pas du tout? Comment tu appréhendais les choses plus jeune? C'est une bonne question. Je me replonge dans mes souvenirs et je suis en train de sourire parce que je me dis que j'ai pas du tout effectivement la vie que je pensais avoir, dans le sens où effectivement moi dans ma vingtaine, l'équilibre pro perso c'était un truc assez lointain. J'avais pas forcément envie d'avoir des enfants tout de suite. Bon, j'ai eu ma première à 28 ans, donc au final ça n'a pas beaucoup tardé. Mais, j'ai fait des études de droit des affaires et je voulais être avocate fiscaliste. Donc déjà, on peut imaginer, en tout cas dans l'imaginaire collectif, que ça va être une vie qui va être assez dense. Moi, je rêvais un peu d'habiter en centre-ville, d'avoir, une vie qui est à 100 à l'heure et cetera. Donc j'avoue que les enfants, j'ai toujours voulu des enfants, plusieurs enfants, mais c'était pas, j'ai pas choisi ma carrière en fonction de ça, en fonction des contraintes. Je pense que je m'étais dit que, j'allais m'adapter et qu'on verrait bien. Mais en tout cas, oui, c'est pas un choix de carrière que j'ai fait en fonction de Mmh. tout ça. Et tes parents, ils faisaient quoi? C'était quoi un peu le contexte familial dans lequel tu as grandi? Est-ce que, quel genre d'équilibre ils avaient et du coup, comment est-ce que ça a formaté, toi, ta vision des choses quand tu étais plus jeune? Moi, j'ai une vie familiale bien remplie puisque j'ai 3 frères et sœurs et effectivement, ma maman était, beaucoup à la maison parce qu'elle a choisi justement toute sa carrière en fonction de ça aussi. Elle s'est mise à temps partiel, elle est devenue professeure des écoles pour avoir bon, entre autres parce qu'elle adorait, l'éducation et cetera, les enfants, mais aussi pour avoir une vie, on va dire, un peu plus, équilibrée que simplement, la vie de bureau avec des horaires denses et puis, 5 semaines de congés par an. Ensuite, elle s'est lancée, elle a toujours un e-commerce de jeux éducatifs donc j'ai vu ma mère effectivement toute sa carrière un peu la tourner en fonction aussi de ses 4 enfants. J'imagine que ça devait être un quotidien très dense, souvent je lui dis: «Mais maman, comment tu faisais?» Mais voilà et mon père était, bon comme, souvent à l'époque, hein, on va dire un peu plus absent, il travaillait pas mal donc voilà pour le contexte. OK. Super, merci, de nous partager un petit peu, des voilà, les coulisses de, voilà, des fondations, qui ont mené ensuite à tes différents choix. Donc tu nous disais que tu avais démarré, dans, le domaine du droit, des affaires, que tu as fait des études, là-dedans. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer, dans l'entrepreneuriat
et à bifurquer un petit peu, même si je sais qu'au tout début, c'était très axé sur aussi, ses compétences et cette expertise, dans le domaine de la voilà, de tout ce qui est, autour de la légalité, quand on est à son compte. Mais, voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Il faut que je fa à chaque fois qu'on me pose la question, je me dis: comment je vais résumer ça?» En fait, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat par hasard, c'était pas du tout dans les plans. En gros, j'étais en cabinet d'avocat, je voulais préparer l'examen pour entrer en école d'avocat. J'ai fait 1 an de stage et là, je me suis dit: «C'est pas possible, j'ai 24 ans, je m'ennuie au bureau, je suis tout le temps en train de regarder par la fenêtre et à me dire: "Comment pourrait être ma vie pro, de manière beaucoup plus créative, libre et cetera." Bref et donc en fait, moi j'ai voulu, j'étais déjà rédactrice web juridique. Donc en gros, j'écrivais des articles de blog en droit pour une start-up. Je faisais ça pendant mes études. Je savais pas que c'était un vrai métier et je me suis dit là, je la fais courte, hein, mais je me suis dit: «Je vais me lancer dans la communication». J'ai toujours adoré écrire, j'ai toujours eu des blogs, des sites internet depuis que je suis petite. Donc je vais rentrer en école de communication et en attendant la rentrée, je vais prendre quelques missions freelance comme j'ai là actuellement, pour patienter, on va dire, pour gagner à 500 €, 1 000 €, ce qui est déjà très bien, mais je voulais juste patienter. C'était juste en mode survie jusqu'à, j'avais pas le chômage, donc j'avais besoin de tenir jusqu'à cette école de communication et en fait, je ne suis jamais rentrée en école de com. J'ai eu très vite, beaucoup de clients en rédaction web juridique. Moi, je m'étais déjà formée sur le référencement, Google, j'adorais ça et voilà, ça s'est fait comme ça. Tu tombée J'accélère dans un la marmite, quoi. Voilà, je suis tombée dans la marmite et je suis jamais retournée dans le salariat, je suis jamais retournée en études. Enfin voilà, ça s'est vraiment fait, par hasard. Ouais, donc en fait, tu avais 24 ans, quoi. Tu étais, toute Ouais, jeune, enfin diplômée, prédiplômée même puisque ouais. tu pas allée au bout de tes plans d'études. Et du coup, qu'est-ce qui t'a, bah, comment les choses ont évolué dans les premières années? Puis on en viendra à où en était ton activité avant, ta première grossesse. Mais déjà qu'on ait un peu le contexte, avant cette période-là, comment se sont passées les premières années pour toi? Ah mais j'ai découvert un autre monde. Là, j'ai découvert la liberté, l'indépendance, l'absence d'étiquette à respecter, de cadre, trop formel. Moi, voilà, en cabinet d'avocat, moi, je pense que c'était trop de contraintes, trop de cadres, trop de formalités pour moi. Et donc là, forcément, moi, les premières années, alors j'y croyais pas vraiment au début. Vraiment, j'ai réalisé que c'était un vrai métier quand vraiment ça a pris. Bon, j'avais déjà fait des recherches et tout évidemment, mais c'était grisant au début, vraiment. J'étais pas du Quand j'étais en cabinet d'avocat, forcément, j'étais considérée alors j'avais été simplement stagiaire, donc on est tout en bas, tout en bas, tout en bas, on n'a pas de responsabilité, c'est pas très valorisant. Et là, d'un coup, ouais, je me retrouvais, à la tête de ma micro-entreprise. Voilà, donc c'était des ça a été j'ai fait ça pendant 2 ans et en même temps que je me suis lancée, j'ai lancé un blog sur l'entrepreneuriat qui s'appelait Rocket ton business, à l'époque, dans lequel je racontais un petit peu mon parcours de freelance et je donnais des conseils aussi en matière juridique. Parce que c'est vraiment ça que j'avais envie de faire, c'est, aider les jeunes entrepreneurs, donc pas ceux qu'on aide en cabinet d'avocats fiscalistes, hein, mais vraiment, bah, les entrepreneurs qui débutent, qui ont pas de réseau, qui ont pas de ressources. Je voulais les aider à monter leur boîte, choisir leur statut et cetera. Donc ça, c'est ce blog que j'ai eu pendant, des années et qui, de fil en aiguille, est devenu, mon business, principal. Puisque alors je me suis lancée en 2010 fin 2018 et mi-2020, j'ai commencé à commercialiser des accompagnements à la création d'entreprise via un programme en ligne qui s'appelait la Micropreneur Academy et que j'ai eu pendant, 5 ans. Donc c'était une formation pour, apprendre à lancer sa boîte, trouver des clients et de fil en aiguille, ça s'est développé, voilà et là, on en arrive presque, avant ma première grossesse. Et justement, alors, où est-ce que tu en étais, et comment tu appréhendais la maternité, en tant qu'entrepreneuse? Parce que donc, tu disais, voilà, ouais, j'ai découvert, la liberté, c'était hyper, grisant. J'ai l'impression que ça a marché vite et fort pour toi, dès le départ. Tu disais, voilà, j'ai trouvé plein de missions, tant Mmh. et si bien que je suis même pas retournée en études tellement ça a marché vite et bien. Et du coup, comment tu appréhendais les choses, toi qui t'étais jamais enfin, en tout cas qui avait pas projeté, d'avoir des enfants trop jeunes peut-être aussi, pour cette, enfin par rapport au milieu,
de l'avocature qui est voilà, on le sait, c'est très enfin voilà, c'est pas un milieu qui est très, kids friendly, on va dire ou Oui. woman career friendly. Du coup, ouais, comment tu appréhendais les choses? Déjà, dès que je me suis lancée, j'ai eu, je pense que j'ai fait un bond en termes de maturité, au niveau pro et perso et j'ai eu envie, tu vois, avant je rêvais d'avoir des enfants. Enfin, je rêvais pas, mais j'avais envie d'avoir des enfants tard, de vivre en centre-ville, machin, une vie à 100 à l'heure et là, j'ai tout de suite commencé à vouloir ralentir, avoir ma maison, déménager loin du centre-ville, enfin, je dis pas que c'est des témoins de maturité, mais pour moi, mon parcours et mes aspirations, oui, j'y suis allée vers une, comment dire? J'ai un peu plus «accéléré» entre guillemets par rapport à ce que j'avais prévu et donc j'ai eu envie d'avoir des enfants. Mon conjoint s'est lancé en freelance, quasiment en même temps. Ça a vite pris lui aussi. Il est développeur donc tout le monde adore les développeurs et nos activités, on a de la chance, se sont vite stabilisées. On a acheté notre maison et cetera, et donc très rapidement, en fait, est venue, l'envie de construire une famille. On se sentait prêts d'un point de vue, financier, emploi du temps, liberté, indépendance qui sont quand même, importantes. Bien sûr, on fait sans, mais je veux dire, moi, j'avais besoin de me sentir vraiment, libre, indépendante, confortable, financièrement aussi pour, voilà, accueillir un enfant, de manière sereine et donc nous, on a essayé d'avoir un enfant à partir de, fin 2020. Je dis «à partir» parce que ça a pris 18 mois quasiment. Mmh. Hem, C'était long. C'était long, ça a pas été une période facile, mais ça m'a permis aussi d'un point de vue business d'avoir le temps de préparer ça. Et en fait, en 2021, j'ai fait x5 sur mon chiffre d'affaires, donc avec la Mmh. Micro Pro Academy et j'ai aussi fait x5 en termes de charge mentale, de fatigue et d'heures de travail. Et en fait, il y a 2 choses qui ont un peu été, en parallèle, c'est, la croissance de ma boîte, mais en même temps mon envie d'avoir un enfant et les essais bébés. Et en fait, donc je suis tombée enceinte en avril 2022 et fin 2021, voilà, on va dire l'état de ma boîte, c'est une boîte en très forte croissance. Je commence à avoir une équipe, on a beaucoup de clients, on fait des gros lancements et je suis épuisée et ça m'a vraiment aidée à structurer et à préparer mon congé mat même avant de tomber enceinte. Parce que fin 2021, je me suis dit: «OK, tu es pas prête à accueillir un enfant d'un point de vue, mental, d'un point de vue, voilà, forme physique, santé mentale», je veux dire plein de choses qui font que peut-être aussi que, bah, les soucis de fertilité seraient peut-être un peu améliorés, on va dire, avec, une meilleure, hygiène de vie, tant pro que perso. Donc c'est vraiment en fait, en 2022, ça a vraiment été, l'année de la structuration, voilà, juste avant de tomber enceinte. OK, ouais, c'est super intéressant et du coup, pendant ces 18 mois, est-ce que, vous avez, fait un parcours de PMA aussi, de procréation médicale ment assistée ou est-ce que c'était des essais bébés classiques? Non, c'était des bébés classiques, OK. voilà et j'ai eu un traitement mais pas de PMA. J'ai été, on va dire, un peu mal accompagnée. On n'a pas vu tout de suite ce qui n'allait pas malgré, moi, ce que je ressentais, on va dire. Donc c'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps mais ouais, j'ai eu de D'accord, la OK. chance. Pas de PMA. Ça marche. Non, je pose la question parce que c'est quelque chose que je vois assez souvent, parce que donc, moi, en parallèle du podcast, j'accompagne des femmes qui sont, en projet bébé, ou enceintes et notamment, alors peut-être que c'est, le hasard, voilà, dans les clientes, que j'ai qui sont en PMA, mais, souvent elles cartonnent niveau business. Je pense qu'il y a un truc de l'ordre de, tu sais, cette frustration de pas réussir à créer, dans la vie, perso. Ouais. Mmh. Enfin après chacun le vit différemment, mais il y a voilà, il y a quand même ce truc de, mon corps il fait pas ce que je veux Ouais. et alors que dans le business au final, même si bien sûr il y a plein de choses qui nous échappent, on a presque plus prise, et du coup il y a ce truc de d'ultra création, d'ultra Ouais. activité et qui se répercute aussi sur, la croissance, du business pendant cette phase-là. C'est Complètement, ouais. intéressant que tu l'aies vécu, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que toi, cette phase d'hypercroissance, tu as eu le temps aussi de consolider et de structurer, comme tu disais, avant de tomber enceinte parce que enfin, après ça peut se faire pendant la grossesse aussi évidemment, mais c'est important, de pouvoir, bah, voilà, faire en sorte que le château de cartes ne s'écroule pas quoi, Tout à fait. une fois qu'on est enceinte et qu'on veut prendre un congé, maternité. Et donc tu nous disais que tu avais
préparer, ou en tout cas structurer certaines choses avant, de tomber enceinte, que tu commençais à avoir une équipe aussi. Est-ce que, voilà, de manière, grossière, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu avais pu mettre en place, avant, ta grossesse? Ouais, tout à fait. Donc, 1er janvier 2022, je me dis: «Bon, j'ai envie de faire le même chiffre d'affaires ou en tout cas réduire un petit peu, enfin pas dans la croissance, mais en travaillant non pas 50 heures par semaine, mais 25 heures». Et d'ailleurs, c'est toujours mon rythme depuis, le temps passe vite, 4 ans, oui. Hem et donc 25 heures effectives, hein, vraiment, quand tu es focus sur ta tâche et ça a été vraiment mon fil directeur pour 2022. Donc j'ai commencé à documenter mon activité, j'ai commencé effectivement j'avais qu'une seule personne dans mon équipe en 2021 et donc là j'ai recruté, début 2022, j'ai recruté 2 personnes, une pour mon programme et une autre pour tout ce qui est, assistanat plus création de contenu. Et ensuite en fin 2022, j'ai recruté une personne supplémentaire. Voilà, donc j'ai commencé à construire mon équipe. J'ai commencé à voir comment est-ce que je pouvais, m'extirper des opérations et aussi de, la vie quotidienne de mon programme puisque c'est moi qui faisais tout, c'est moi qui animais tous les lives, je faisais le suivi individuel et cetera et j'avais envie je savais que j'allais réussir à tomber enceinte, je savais pas quand, mais je me suis dit: «Bon, l'attente est longue, mais on va en profiter pour structurer le maximum de choses». Donc il y a vraiment donc là, je parle pas vraiment de la préparation du congé mat en tant que tel, mais vraiment les 6 mois avant, déjà, j'ai fait énormément de travail aussi sur ma productivité, ma posture, mon rapport à la délégation, voilà, plein de choses, hyper intéressantes. D'ailleurs, c'est le cœur de mon activité maintenant. Mais voilà, tout est parti de là. Ouais, 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 super intéressant et est-ce que tu penses que tu aurais délégué aussi vite, si tu avais pas eu ce projet bébé? Comment tu l'as vécu? Parce que souvent c'est super difficile en fait, cette phase de transition. Tu le dis toi-même, tu étais voilà, dans l'opérationnel, et puis les clients venaient aussi pour toi parce que c'était enfin Mmh. voilà, tu incarnes ton message, ton activité, les suivis, individualisés dans le programme, c'était toi qui les faisais. Donc comment est-ce que tu as vécu le fait de passer la main, puis de potentiellement aussi te distancier de certaines tâches ou de contact, avec la clientèle? En fait, ça s'est fait de manière progressive parce que quand j'étais encore freelance et que je, du coup, lançais l'académie pour la première fois, j'avais déjà une personne dans mon équipe. Puis, en 2021, donc je travaille avec, Leïla avec laquelle je travaille tout le temps, depuis ce moment-là, depuis fin 2020 qui est mon bras droit, responsable succès client. Donc j'avais déjà une personne, Leïla à l'époque, elle était quasiment à temps com pas elle était pas à temps complet, mais elle devait bosser l'équivalent de 3 jours par semaine. Ouais, donc c'était Mmh. quand même il y avait quand même beaucoup de choses, je vais dire, qui étaient déjà déléguées et elle avait déjà commencé à faire une partie du soutien. Donc je me suis pas dit du jour au lendemain: «Ah, j'ai trop de travail, il faut que je délègue, mais j'ai pas envie». En fait, j'ai toujours voulu déléguer de manière, assez, minimaliste possible. J'ai jamais eu envie moi d'avoir une grosse équipe et de faire des réunions tous les lundis matins à 9 heures, même si on n'est pas censé si on n'est pas obligé de faire ça. Voilà, plus on a une grosse équipe, plus quand même il y a du management et de validation et cetera. Je pense que j'aurais continué avec juste une personne dans mon équipe, je pense, si j'avais pas eu ce projet, bébé effectivement, parce que j'aurais moins vu l'urgence, à déléguer effectivement. Donc j'aurais continué à faire beaucoup de choses, moi-même. Super, bah, merci, pour ce partage. Donc finalement, tu tombes, enfin enfin tu tombes, enceinte. Comment se déroule, le début de ta grossesse? Je pose la question du début et notamment du premier trimestre parce que, c'est parfois celui qui est le plus difficile, physiquement, en tout cas pour une majorité de femmes. Donc je sais pas si ça a été ton cas. Comment s'est passé le début de la grossesse pour toi? Une immense fatigue et je me suis dit: «Waouh, si c'est ça pendant 9 mois, ça va être long». Alors, j'ai eu de la chance. J'ai été épargnée niveau nausées, niveau, la plupart des désagréments, moi, je les ai pas eus sur mes 2 grossesses d'ailleurs, mais la fatigue du premier trimestre, dès la 5e semaine, moi, j'ai vraiment dû réduire mon emploi du temps et là, je me suis dit: «Mais heureusement que je suis à mon compte et que je travaille depuis la maison». Enfin, c'est gratitude et reconnaissance immense. Donc j'ai adapté très vite mon emploi du temps. Il me semble que je bossais beaucoup le matin et quasiment pas l'après-midi. L'après-midi, c'était, grosse sieste de 3 heures et je réfléchis il y a pas eu plus d'impact que ça. Mais c'est vraiment la fatigue qui m'a fait revoir mon emploi du temps.
Ouais Mmh. et donc aussi heureusement, que tu avais commencé ce nouveau mode de fonctionnement à 25 heures par Oui, semaine et pas 50 parce que caser 25 heures sur 5 matinées, ça le fait. 50 heures, bah non, ça peut pas se mettre sur que les matinées c'est ça. ouais, super d'avoir pu structurer les choses, en amont. Et la suite, de ta grossesse, comment tu l'as vécue? Est-ce que les choses se sont améliorées côté fatigue? Ouais, on dit souvent que le deuxième trimestre, c'était rebond d'énergie. Là, ma première, je l'ai pas connu. Donc j'ai été quand même bien fatiguée. Donc j'ai toujours enfin, j'ai sur toute ma grossesse, j'ai eu un rythme assez slow. Alors au milieu en tout cas les 2 premiers trimestres, j'ai eu aussi une énorme perte de sens niveau business, dans le sens où je pense que, j'ai tellement voulu cet enfant pendant 18 mois que j'ai eu du mal à concilier, on va dire, ambition pro et arrivée de l'enfant et pour moi, l'arrivée de l'enfant, c'était devenu mon quotidien. Tu vois? Je passais mon temps à être sur mes applis de grossesse, les forums de femmes enceintes, je lisais des livres, je regardais des vidéos, je pensais aux achats et ça m'a fait peur. D'ailleurs, je me suis dit: «Mais mince, j'ai plus du tout envie de bosser». Je pense que c'était aussi une année, donc là, on est en 2022, où dans mon milieu, dans le business en ligne, on n'est plus dans l'effet Covid, post-Covid. On sent que le marché est en train d'évoluer. Bon, il évolue toujours, mais là, c'était le tout début. Il y en avait qui Mmh. commençaient à pivoter et tout. Il y avait un contexte pas non plus ouf, et tout ça a fait que ça m'a fait peur. En fait, je me suis dit: «Mais mince, est-ce que c'est la fin de mon business? Est-ce que je vais mettre la clé sous la porte?» Je me suis dit: «Je profite de ma grossesse, on verra ça après» et au final, dernier trimestre, regain d'énergie, regain de créativité, j'avais envie de lancer 40 offres, de créer du contenu, limite frustration de partir en congé mat. Donc voilà, ça a un peu fait le yo-yo niveau, émotion et inspiration. Ouais, non, mais merci de nous partager ça parce que je pense que tu es loin d'être la seule bah, ouais, à sentir, ce détachement, qu'on n'anticipe pas forcément quand on est passionné Mmh. par ce qu'on fait et puis on s'imagine pas ne pas être, amoureux de son activité et en fait, ouais, il y a des périodes effectivement où on peut, un peu décrocher et ça peut faire peur merci de nous partager, ton vécu, et tu es toujours là aujourd'hui donc voilà, tout est bien qui finit bien. Qu'est-ce que tu avais décidé et mis en place pour ton congé, maternité? Et comment est-ce que tu l'as financé? Est-ce que tu as, fait les démarches pour avoir des indemnités? Est-ce que tu as, mis en place d'autres choses au-delà de ça? Oui, alors déjà d'un point de vue, on va dire, planification business, projet, donc moi je fonctionnais à l'époque par lancement, donc j'avais 2 à 3 gros lancements par an. Donc ce que j'ai fait, c'est alors je me rappelle plus exactement. Oui, j'en ai fait un au tout début de ma grossesse, dans le premier trimestre. D'ailleurs, je conseille pas, j'étais à plat, mais bon. J'avais pas envie non plus de trop décaler j'avais envie de continuer à faire le même rythme en termes de lancement. J'en ai refait un autre pendant ma grossesse. Voilà, j'avais pas envie d'en faire un en fin de grossesse ni, juste à l'arrivée de bébé, normal, puis j'étais en congé mat. Donc je me suis arrangée pour faire 2 gros lancements dans l'année déjà, donc pour avoir pas mal de Mmh. trésor, sachant que je faisais beaucoup de CPF à l'époque, donc j'étais payée entre 4 et 6 mois après, donc c'était parfait pour ma trésor. Ouais, j'avais, l'immense chance, je trouve j'étais en SASU. Là, j'ai changé de forme juridique, mais avant j'étais en SASU, donc présidente assimilée salariée, donc j'ai eu simplement, eu besoin d'envoyer un mail à mon comptable en disant, enfin mon gestionnaire de paie, en disant: «Je pars en vacances». Non, pas des vacances, je pars en congé mat, et il a envoyé la feuille à la sécu et donc j'ai été, rémunérée, enfin indemnisée plutôt, comme une salariée à titre classique. Donc voilà, ça je m'étais bien renseignée en amont et ça a été très simple en tout cas dans mon statut. OK. Et du coup, tu as fait 2 lancements à la place de 3 habituellement. Est-ce que cette année-là, tu as fait 2/3 de ton CA habituel, ou pas? Comment ça s'est goupillé? Parce que c'est souvent aussi l'appréhension qu'ont beaucoup de femmes de se dire: «Mais attends, si je prends 4 mois en moins, bah, ça fait, 4 mois en moins de rémunération», qui sont pas toujours, voilà, Oui. compensées par même les indemnités, même si elles sont tout à fait, dignes. En fait, ça dépend du niveau de chiffre d'affaires qu'on a l'habitude d'avoir et donc parfois il y a un sacré gap. Donc comment ça s'est goupillé pour toi cette année-là?
Là, je replonge dans mes souvenirs. J'ai fait en décembre une opération commerciale, donc c'était pas un gros lancement. Dans le sens où moi, quand je faisais des lancements, c'était webinaire, challenge et cetera. Là, c'était simplement, il me semble, aux inscrits sur liste d'attente de la Micropreneur Academy. Je faisais ça tous les ans quasiment. J'ajoutais un petit programme en guise de bonus et donc c'était une petite session. Donc j'ai quand même fait une moitié de session, on va dire, avant de partir en congé mat. Juste avant. Il me semble que les dates, c'était vraiment, je suis partie en congé mat une semaine après. C'était un peu particulier. Moi, j'ai annoncé ma grossesse à, 8 mois. Ouais, j'étais enceinte de 8 mois. J'avais pas envie de la partager avant. Donc je n'ai rien montré sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas prévenu. Je fais le choix de ne pas prévenir, mes anciens clients, donc les sessions qui se finissaient là, avant d'accoucher, je ne les ai pas prévenus non plus. Par contre, j'ai été transparente, alors je sais plus exactement le timing, mais les personnes qui ont rejoint pour cette petite session savaient que je pense que j'ai pas marqué spécifiquement, que j'étais enceinte, mais je n'ai rien vendu, de comment dire? J'ai adapté la page de vente pour qu'il y ait pas ma présence en termes de, suivi, de live et cetera. Il y avait voilà, il y avait Ouais, tu c'était, étais très claire sur le fait que c'était pas avec toi, qu'on voilà. allait être accompagné. Mmh. Tout le suivi avait été adapté effectivement pour que ce soit géré par les coachs et ça s'est très, très bien passé. Et d'ailleurs, en parlant des coachs, parce que tu nous parlais de l'annonce de la grossesse, donc tu l'as pas fait publiquement ou en tout cas, très très tard, enfin publiquement, à ton audience, et à tes clients. Est-ce que pour le coup, ton équipe, tu l'as prévenue? À quel moment? Comment vous êtes organisés en amont de ton congé maternité aussi pour faire en sorte que les choses puissent, continuer à tourner sans toi? Oui, alors ma collaboratrice donc dont j'ai parlé tout à l'heure, Leïla, mon bras droit, qui est aussi la marraine de ma fille, donc on est très proches, côté perso, a été la première à savoir ma grossesse avant tout le monde. Donc elle, voilà, j'avais besoin d'une, confidente niveau pro et perso aussi, donc les 2 en même temps et ensuite, donc j'avais 3 membres dans l'équipe à l'époque. Je leur ai annoncé, il me semble, après la 1re échographie. Vraiment donc classique. Délai des 3 mois en leur disant exactement, bon, en leur disant que j'allais bien sûr organiser, les mois qui arrivent, mais en leur disant, exactement voilà, quel, impact je pensais que ça allait avoir, pour les, sessions, pour leur rôle à elles. Voilà et ça s'est fait comme ça. J'ai vraiment, comment dire? Intégré l'équipe à cette préparation de congé mat. Elles ont pas découvert un mois avant tout ce qu'il fallait faire et que j'allais pas être là de telle date, à telle date. On s'est bien organisé comme ça. Je leur ai prévenu que j'allais recruter une coach supplémentaire pour l'équipe. Enfin voilà, ça s'est fait de manière, très transparente. Super, ça a l'air de s'être bien passé, bien goupillé du coup. Et comment s'est passé ton départ en congé maternité? Toi qui nous disais qu'au 3e trimestre, tu avais eu un regain, d'énergie et d'envie de créer plein de trucs. Est-ce que tu as finalement réussi à décrocher et comment tu as vécu, ce congé maternité? Avant l'accouchement, j'ai pas vraiment réussi, c'est vrai que j'étais à fond dans le travail. J'ai arrêté, donc j'ai décalé un peu mon congé mat comme on peut le faire, donc j'ai pris mon congé 3 semaines avant d'accoucher. Et puis à chaque fois j'accouche, à terme, voire, après terme, bien après terme. Donc j'ai eu le temps. Donc je pense que j'ai ouvert l'ordi quelques fois pour, consommer du contenu et regarder un petit peu ce qui se passait, même si voilà, j'avais arrêté tous les projets, tout était bien carré, bien ficelé. On en a pas parlé, mais j'avais eu aussi une préparation de congé mat militaire et quand je dis militaire, c'est trop. J'avais, tout prévu donc alors c'était bien pour mon équipe, tout était clair, tout était carré, mais j'avais enregistré je pense, 5 mois de contenu de podcast, d'un coup, enfin en tout cas pendant la prépa. J'avais, tous les process qui étaient documentés, j'avais, divisé toutes les tâches que je faisais pour savoir exactement qu'est-ce que je délègue, qu'est-ce que je fais en avance. Voilà, c'était une grosse, grosse préparation de congé donc je pense que j'étais aussi contente de partir, en congé mat, sachant que tout était fait. J'avais fini de batcher mon contenu, je n'en pouvais plus. Voilà, donc ça, c'était, avant la naissance. J'étais assez sereine. J'avais pas encore conscience, je pense que, la parentalité, c'est pas, tu t'es bien organisé, ça va bien se passer, parce que ça dépend pas. J'étais beaucoup dans le contrôle et malheureusement, on ne peut pas tout contrôler, ça, c'est Mmh. sûr. Mais voilà, j'étais partie dans l'optique de: «Tout est bien organisé, je reprends telle date, ça va se passer comme ça, je commencerai à reprendre 3 heures par jour, puis hein». J'avais vraiment tout organisé. Ouais.
Je rigole et ça me fait sourire parce que je comprends tout à fait ce besoin de contrôle et d'hyper, connaissance, aussi. Enfin, je trouve que ça rejoint ce que tu disais par rapport à la maternité où tu étais à fond à lire tous les livres, à écouter tous les podcasts, à genre à vouloir tout savoir et tout Ouais. et je trouve que voilà, je me reconnais vachement dans ce descriptif. C'est pour ça que ça me fait sourire. Puis il y a des femmes qui sont très différentes qui au contraire, ça les angoisse de trop préparer, de trop savoir à l'avance, de trop anticiper, ça me fait penser à l'interview de d'Aurore, qui est voilà, qui est sortie juste avant, la tienne, et qui a très bien vécu les choses, mais avec un tempérament, voilà, complètement différent et qui s'est vraiment mis dans sa bulle, d'improvisation et de flow et de juste laisser les choses se passer. Donc voilà, après chacun son tempérament et le tout c'est de bien se connaître et de pas culpabiliser d'être comme ci ou comme ça et de s'autoriser à faire comme on le sent. Ça, je pense Mmh. que c'est hyper important. Et comment tu as vécu ton postpartum, la voilà et le congé maternité, jusqu'à avant la reprise? J'étais vraiment dans ma bulle et ça m'a fait un bien fou. En fait, dès que bébé est arrivé, comme, à la première moitié de ma grossesse, j'étais vraiment focus, bébé, voilà, c'était tout nouveau, premier enfant, même, c'était le 1er bébé dans nos 2 familles donc c'était, l'événement de 2023, cette naissance et non, j'ai beaucoup, beaucoup profité. Alors, il me semble que j'ai repris le travail à temps, très, très partiel, au bout de 12 semaines, je crois, après la naissance. Donc vraiment pendant 12 semaines, je n'ai pas ouvert l'ordi et en fait, je m'étais dit: «Bon, si j'ai envie d'ouvrir l'ordi, bah, voilà, je me laisse la possibilité» et en fait, j'ai pas du tout eu envie. J'ai vraiment eu envie de couper, de profiter pleinement, et ça m'a fait du bien. Je me rappelle, ma collaboratrice était venue rencontrer ma fille, quelques semaines après la naissance et puis je lui avais dit: «Ah mais, au fait, tout se passe bien?» Enfin vraiment, c'était la première fois que je me posais la question et parce que tout avait été aussi si bien préparé, j'avais une équipe super autonome et tout. Mais voilà, ça s'est très bien passé. Alors j'ai eu la chance d'avoir un très beau postpartum, pas de difficultés particulières, voilà. Au niveau des émotions, j'ai eu la chance d'être apaisée, confiante, donc ça m'a fait du bien et par contre, au bout d'une dizaine de semaines, là, ça me démangeait de reprendre, donc j'ai repris très progressivement le travail. Donc j'ai repris ma fille est née en janvier, j'ai repris en avril et de avril à septembre 2023, ça a été vraiment du temps, très partiel. Je tablais sur, 10-15 heures de travail au début, mais ça a été, dans les faits, ça a été, beaucoup moins. J'ai eu du mal à cumuler les 2, à jongler entre les 2. Mais voilà, mais j'ai vraiment j'ai le sentiment d'avoir beaucoup profité, de ce, 1er postpartum. Et quand tu dis septembre, est-ce que c'était en lien avec, le mode de garde? Parce que je sais Oui. que souvent, c'est plus facile de trouver des places à partir de septembre parce que c'est le moment où les plus grands, partent des crèches et ou des assistantes maternelles. Du coup, est-ce que tu as repris en gardant, ton bébé entre avril et septembre? Oui, mon bébé effectivement était à la maison. Pour ça donc je parle de temps partiel. J'ai eu énormément de chance d'avoir, un mari qui a pris, le même congé que moi. Parce que lui, la Mmh, différence, c'est qu'il trop n'était bien. pas rémunéré. Voilà, on a fait nos calculs, on s'était arrangés. Donc on est, comme il est à son compte, on était tous les 2 à la maison et donc c'est pour ça, l'un faisait alors je sais plus notre rythme, mais l'un bossait le matin, l'autre l'après-midi, on changeait selon les jours. Il me semble que c'était ça et effectivement, on a eu une place en crèche pour septembre. On n'a pas cherché à faire garder, bébé avant, on avait envie d'en profiter et Mmh. voilà et ensuite, j'ai pu reprendre, à temps complet en septembre. Ouais, non, mais c'est top. Merci de nous partager, je trouve que ce mode de fonctionnement, tu pas la première re sur mon podcast à en parler. Je pense à Yumna Tarazi aussi, dont le conjoint est entrepreneur et pareil, il s'était fait mi-temps, mi-temps et je trouve que c'est un bon moyen de pouvoir garder son bébé plus longtemps près de soi parce que c'est jamais évident de le confier à des personnes, extérieures. Mmh. Et en même temps, de pouvoir enfin que ce poids-là, parce que ça reste un poids, soit partagé entre les 2 membres du couple, pour des questions d'équité, qu'il y ait pas de ressentiment aussi,
Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc c'est top. Et comment s'est passée, la reprise, donc très progressive, et niveau business, est-ce que tu as et même au niveau émotionnel, est-ce que tu as réussi à te remettre, pleinement dans le bain comme tu voulais? Est-ce que tu as retrouvé tes marques facilement ou pas? Comment se sont passés, les premiers mois, voire même la première année après, ta reprise? Je pense que j'ai mis 1 an avant de vraiment, retrouver mon rythme, mon inspiration, ma créativité. Ça a mis un peu de temps. Les premiers mois, alors au début, j'étais tout feu tout flamme, j'étais contente de reprendre et en fait, je pense j'ai eu beaucoup de mal à concilier, entrepreneuriat. J'avais des nouvelles envies, nouvelles ambitions et puis, bébé à la maison parce que, mine de rien, c'est quand même, alors j'ai allaité aussi pendant 8 mois, donc il y avait aussi, forcément moi mon mari m'a porté bébé, pour lui donner le sein quand elle avait besoin donc j'ai en fait, j'avais l'impression d'être, beaucoup interrompue, j'avais l'esprit un petit peu ailleurs. On avait un bébé qui faisait des siestes de 29 minutes, jusqu'à ce qu'il ait ses 9 mois, je pense. Donc voilà, on nous avait dit: «Ah, c'est facile, le bébé dort». Non, bébé ne dort pas, donc il faut l'occuper. Ah voilà, en fait, je pense, avec du recul, je me suis rendu compte que j'ai voulu reprendre trop vite. Je m'en suis demandé trop. Je voulais me prouver, je pense, que je pouvais avoir la même vie qu'avant niveau pro et perso. Niveau perso, on a continué à, beaucoup aller, faire des soirées chez les copains, à beaucoup, voyager, à partir en week-end à droite à gauche. Niveau pro, bah, je me suis dit: «Il faut que je fasse le même chiffre d'affaires qu'avant, que j'ai les mêmes projets, que j'ai la même, facilité et rapidité d'exécution». Et je pense que c'est pas le fait d'avoir un bébé à la maison qui a complexifié les choses, c'est vraiment les attentes, les exigences que je me suis mise moi-même, on va dire. Reprendre trop vite une vie comme si, rien s'était passé finalement. On se mariait en juillet, donc il y avait aussi le stress du mariage. Enfin, cette année-là, il y avait quand même beaucoup de choses et avec du recul, je vois bien que c'était trop pour moi finalement. Donc ça a été des mois pas faciles dans le sens où j'avais envie d'avancer, en même temps j'y arrivais pas. Je savais pas trop ce que je voulais, voilà et après ça s'est, amélioré quand il y a eu le mode de garde. Il y a eu quand même plus d'équilibre, de stabilité, d'apaisement et voilà, après j'ai repris ma vie pro, là où je l'avais laissée entre guillemets. Mmh, mmh. Ouais. Non, c'est super intéressant ce que tu partages, même si tu avais prévu un rythme au ralenti les premiers mois, toi, ton ambition, elle était restée, enfin, Ouais. en tout cas, voilà, tu avais eu envie de pouvoir, être, à fond, et te fixer les mêmes objectifs qu'avant et cetera et peut-être aussi vouloir faire, enfin, donner vie à toutes les idées comme avant et c'est clair que, ouais, on entre dans une nouvelle dimension et c'est pas toujours, évident, de se rendre compte, avant de l'avoir vécu, en fait. C'est aussi pour ça que je propose ce podcast, Mmh. parce que tu es loin d'être la seule à nous parler de ce décalage entre, voilà, entre la réalité et ce qu'on s'était projeté et du coup les attentes qu'on a envers nous-mêmes et les objectifs qu'on se fixe donc ouais, je trouve ça super, super inspirant. Entre-temps, enfin entre ce moment-là et le moment où on enregistre, cet épisode, tu as eu un deuxième enfant, donc assez rapidement finalement après ta première grossesse. Où est-ce que, en était ton activité quand tu es retombée enceinte? Je venais de faire une belle année niveau business. Alors c'était toujours le même contexte, même équipe, même produit, la Micropreneur Academy. Je venais de faire mon meilleur lancement, depuis le début donc mon activité se portait bien, on va dire, elle était bien stabilisée. J'étais dans un bon, feu créatif. Je venais de refondre entièrement mon programme, donc des mois et des mois de travail. Donc au moins, j'avais ces 2 chantiers-là qui étaient, derrière moi et cette grossesse-là, alors déjà, ça a été beaucoup plus rapide. Je suis tombée enceinte au 2e cycle, donc limite trop rapide, tu as pas le temps de enfin, j'étais pas habituée, hein, et puis, ouais, je l'ai vraiment envisagé de manière différente. J'ai pas du tout eu ce truc de: «Il faut que j'anticipe tout, il faut que dès maintenant je fasse mon rétro-planning, mon congé mat, tac, tac, tac». Je l'ai annoncé très vite à l'équipe, là encore plus tôt, bien avant la première écho, parce que je savais ce qui m'attendait, de la fatigue, potentiellement, une perte de motivation. Voilà, j'avais envie
J'avais envie de le dire, à mon équipe et en fait, je me suis laissée un petit peu porter pour le coup, pour cette, 2e grossesse. Mmh. Contexte différent, dans le sens où, bah, déjà tout était fait niveau, structuration, délégation. J'avais une équipe, en 2024, je faisais quasiment plus il y avait plus de brief, de validation, d'aller-retour parce qu'en fait, mon équipe de coach, c'était surtout ça le cœur de mon équipe, était entièrement autonome. Mmh. C'était vraiment c'était là depuis des années, donc c'était très rodé. Donc j'avais même pas besoin pour partir en congé mat, de faire ce travail-là. Et ouais, ça s'est fait avec, je savais que dans tous les cas, ce serait pas comme, la première grossesse. Déjà, j'avais ma 1re, hein, qui n'avait que, 1 an et demi quand je suis tombée enceinte, puisqu'elles ont 27 mois d'écart. Donc oui, ça fait ça. Mmh. Grossesse plus fatigante et j'avais pas envie de me surcharger. J'avais pas Mmh. envie de, trop prévoir pour au final être déçue, avoir un peu de frustration. Donc ça a été une préparation, on va dire, assez différente. Il y avait beaucoup moins d'anticipation. Oui et puis comme tu disais, tu es aussi tombée enceinte plus rapidement, donc tu as été devant le fait accompli, beaucoup plus vite et forcément la fatigue qui démarre, ouais, je sais pas si tu as dû enfin oui, tu disais que tu étais d'autant plus fatiguée, que tu avais Ouais. aussi, l'aîné à gérer donc effectivement de toute Oui. façon, je pense que c'est important de pouvoir aussi, se préserver et être en mode minimum syndical, dans ces moments-là pour, faire tourner ce qui tourne déjà. C'est déjà très bien. Est-ce que, il y a eu d'autres, différences, entre, la première grossesse que tu nous as déjà racontée, en détail et la deuxième? Est-ce que tu as voilà, tu as eu un vécu, assez enfin, fluide pour la deuxième aussi? Les 2 grossesses se sont beaucoup ressemblées. J'ai moins eu cet effet, perte de sens. Mmh Enfin, mh. en fait, ça a été un peu différent dans le contexte business, pas perso. C'est-à-dire que j'ai vécu de la même façon les grossesses, un peu de fatigue, voilà, à la fin, j'en ai marre, j'accouche à J+5, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup marre, c'est très long. Mais en fait, il s'est passé un truc, c'est donc j'ai accouché en avril 2025. En février, j'ai pris la décision d'arrêter, la Micropreneur Academy, parce que c'était un questionnement que j'avais depuis des années, de fil en aiguille, il y a des choses qui ont fait que je me suis dit: «OK, c'est le bon moment». Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Juste avant un accouchement, pourquoi pas, pas meilleur timing non plus. Mais en fait, c'est donc ce congé mat a été différent et ce postpartum aussi puisque, je savais que j'allais arrêter 90 de mon activité et en fait, le congé mat a été une transition entre l'ancien business et le nouveau. C'est-à-dire que j'ai eu moins aussi ce truc de me dire: «Il faut que je continue à faire des lancements, que je continue à faire vivre l'activité», puisque dans tous les cas, j'arrêtais l'activité. Donc j'ai pris la décision en fin de grossesse et je l'ai annoncé, je crois que c'est en mai, donc j'avais déjà accouché et du coup, je me suis dit: «Beh, voilà, ce congé mat, il va me permettre aussi de prendre du recul, faire le point sur mes envies» et du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a eu moins d'impératifs et de pression, on va dire, pour ce deuxième congé. Et d'un point de vue extérieur, ça peut paraître, étonnant, si l'activité, marche bien, puis que les équipes sont rodées, que tout roule, d'arrêter. Il me semble que, du coup, ton activité, elle était, tu nous disais qu'elle fonctionnait avec le CPF, donc en février, il y a eu l'arrêt, du Ouais. CPF, c'est ça, qui a peut-être, contribué à motiver, ce gros changement. Comment est-ce que tu l'as annoncé à tes équipes du coup, qui étaient, sur le pont et à tes côtés depuis tant d'années? En fait, effectivement, l'arrêt du CPF, ça a pas été la raison en soi, parce que j'avais plein d'idées pour faire vivre le programme différemment et puis même pour le développer, on avait quand même une bonne part d'autofinancement. Mais ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En fait, ça faisait des années en fait, j'avais prévu l'arrêt de la Micropreneur Academy pour 2026. Je le savais déjà. J'en avais déjà parlé plusieurs fois avec, mon bras droit. Je m'étais demandé si j'allais la vendre, voilà, je m'étais déjà posé des questions, et en fait, ça a été la goutte d'eau et je me suis dit: «OK, en fait, c'est le destin qui me donne un coup de pied aux fesses en disant, bon, c'est là, c'est le moment, c'est pas 2026, c'est 2025 que tu prends la décision». Et donc du coup, mon équipe, dès que j'ai appris pour la fin du CPF, j'ai ressenti une forme de soulagement et là, je me suis dit: «OK, ça veut dire un truc»
Et je me rappelle donc j'étais en vacances quand j'ai appris cette nouvelle et j'ai de suite envoyé un message aux filles de l'équipe en leur disant: «Donc voici ce qui se passe, voici l'impact». En plus, c'était une mesure qui a été appliquée immédiatement en 10 jours, je n'ai Mmh. jamais vu ça. Bref, quand ils peuvent, ils le font. Ah, c'était hyper violent. Mmh. Ouais, franchement et en fait, par le passé, j'avais déjà eu, moi j'ai fait partie de il y a eu une vague de contrôle en 2022, je crois. Ils ont contrôlé en 2 grosses, ils ont contrôlé tout le monde en 2, j'ai pas le mot, en 2 phases, on va dire. C'était Mmh. juste avant d'accoucher, j'ai pris une avocate, enfin j'avais perdu le CPF pour une, alors que au motif que je ne faisais pas de création d'entreprise, alors que mon programme, c'était purement de la création d'entreprise. Mais parce que c'était un truc, arbitraire, pas du tout, ils avaient pas du tout regardé mon dossier ni rien. J'avais dû prendre une avocate. Bref, il y a un peu, j'avais un peu un passif avec la formation pro. Je commençais un peu, voilà, les lois qui changent régulièrement et cetera. Bref, moi je comme je l'ai dit au début de l'épisode, tout ce qui est contraintes, cadres et cetera, moi c'est pas trop mon truc. Donc voilà, là, c'était la goutte d'eau, 10 jours enfin, j'ai même pas eu le temps de prévenir mes prospects, enfin, ça a été, du grand n'importe quoi et donc j'ai dit aux filles de l'équipe, «Je sens que je sens que c'est la fin de la Micropreneur Academy telle qu'on l'a connue jusqu'à présent. Je vous tiens au courant dans les prochaines semaines» et en fait, je pense 2-3 semaines après, je leur ai expliqué clairement pourquoi, vraiment en toute transparence et ça, c'était 2 mois avant de prévenir ensuite, les clients, puis l'audience. J'ai vraiment fait comme ça. D'abord l'équipe. OK, bah, oui, parce qu'en plus elles étaient forcément, impactées elles, Oui. Mmh. dans leurs propres activités mais ça tombait presque bien entre guillemets que tu aies cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, enfin en tout cas, cette contrainte extérieure, qui aide à voilà, à amener les choses, aux personnes avec qui, on collabore, donc ouais, c'est ça mais ça a pas dû être une décision facile et Ouais. voilà, un switch, facile à décider puis ensuite, à communiquer. Et ensuite, comment s'est passé, ton congé maternité, dans cet autre contexte du coup, où tu savais pas forcément enfin, ou peut-être que tu savais déjà d'ailleurs, mais tu nous diras, avec dans un contexte de revirement d'activité et de pivot? Ouais, alors je savais déjà que, effectivement vers quoi j'avais envie, d'aller. Donc, maintenant moi j'accompagne les entrepreneurs avancés. Donc en général, des clientes qui font un peu plus de 100 000 € de chiffre d'affaires jusqu'à 500 000 en général, pour tout ce qui est, justement ce dont on a parlé dans cet épisode, la structuration, la documentation, la délégation. Comment on fait en sorte que l'activité ne dépende pas que de, la fondatrice ou du fondateur Mmh. et je travaille beaucoup avec les femmes. Donc ça, je savais, j'avais déjà lancé des programmes, qui correspondaient un petit peu au sujet, en 2023. Ça avait très bien fonctionné. Moi, ça m'avait vraiment plu, mais j'étais toujours tiraillée entre la micropreneur d'un côté et ces nouvelles envies de l'autre. Donc j'avais déjà un peu, tâté le terrain, j'avais déjà une clientèle dans ce segment. Donc voilà, je savais vers quoi j'allais. Mmh. Et en fait, ce congé mat, alors c'est rigolo parce que je l'ai pas vraiment préparé. Par contre, j'ai eu envie de reprendre le travail plus tôt. Ouais, j'ai dû reprendre quelques semaines plus tôt, mais simplement, c'était pas de l'opérationnel, c'était vraiment de la réflexion. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup, brainstormé, voilà, il y a toute une phase c'est pas du travail actif, mais je me suis remise dans le bain finalement et beaucoup d'introspection. D'ailleurs, j'en ai fait toute une série de newsletters, cet été. J'ai documenté tout mon pivot et ça m'a aussi aidé à le matérialiser. Donc Mmh. voilà, j'ai accouché, fin avril, et j'ai repris, tout ça, en juin. Juillet, c'était la fin officielle de mon congé mat. Et là, du coup, on a fait du temps partiel aussi avec mon mari. Donc même principe que pour notre première, sauf que là, bébé avait, 4 mois et demi, au début, Mmh. de la crèche. Donc même modèle, on avait la place en crèche. C'est tôt, 4 mois. Pour moi, ça l'était en tout cas par rapport à mon aîné. Voilà, le calendrier a fait qu'on avait cette place-là, donc on a pu commencer par du temps, partiel à la crèche. Ça s'est fait comme ça et voilà, j'ai vraiment donc reprise à temps partiel et j'ai vraiment bossé sur mon pivot, mon repositionnement et je suis partie vraiment d'une feuille blanche. Pas forcément facile parce que quand on est en postpartum avec aussi, un premier enfant à gérer, donc gérer le chaos d'avoir 2 enfants rapprochés, parce qu'en tout cas chez nous ça a été il y a eu un peu de chaos, on va dire. Hem
J la gérer la frustration parce qu'il y a eu de la frustration aussi de j'ai un tout nouveau business à reconstruire, mais en même temps, j'ai un tout petit bébé, que j'allaite, jour et nuit, j'ai ma grande, c'est les vacances scolaires, il y a l'été, tout le monde est à la maison. Enfin voilà, ça a été un peu, les premiers mois, ça a été un peu le chaos et puis, voilà, là, j'ai repris, ça fait quelques mois maintenant que j'ai repris, à 4 jours par semaine, le business et puis, je mets tout ça en place. Et est-ce que je me fais un peu l'avocat du diable, mais parce que je sais que c'est une question que se posent souvent, les femmes quand elles sont enceintes ou en postpartum et qu'elles se sentent, un peu détachées de leur, business tel qu'il était, auparavant. Est-ce que tu as pas eu peur, que ce soit juste tu sais, un truc, une envie de grossesse quoi, je sais pas comment le dire, mais en gros que ce soit, voilà une petite folie, mais que tu regrettes plus tard? Oui, ça aurait pu l'être s'il n'y avait pas de signes avant-coureurs, on va dire. Mais là, comme ça faisait des années que ça faisait bien 2 ans que j'y réfléchissais, j'avais acté Mmh. ça pour 2026. Mais j'avais acté ça, pardon, pour 2026 parce que je me disais: «2025, je vais avoir autre chose à faire. Qui a envie de gérer un pivot et un postpartum?» Bon, moi apparemment. Hem, mais c'était la seule raison en soi, c'était le timing. Mais je savais que j'allais le faire. Donc en fait, ça c'était Mmh. une bonne décision. Ça m'a permis de pas repousser un truc, pendant, X temps. Après peut-être que les hormones de fin de grossesse ont fait que, vite j'ai pris la décision, mais j'y suis encore parfaitement alignée avec cette décision et aucun regret. Ouais, ouais, ouais. Moi, je trouve que la grossesse, ça accélère, les prises de décision, puis on a moins de temps, moins d'énergie, donc on va Ouais, droit au but, quoi. Et comme tu le disais, d'autant plus quand c'est une décision, qu'on traîne depuis un bout de temps, ça oblige à se focaliser mmh, et à voilà, à faire fi du bruit et des peurs de ce que les autres vont peut-être penser ou vivre, ou peut-être que mes pauvres petits clients quand même, je pourrais leur garder encore leur leur c'est programme ça. pendant X temps. Et c'est vrai que ouais, ça déculpabilise quelque part. On se priorise soi et on va peut-être plus, enfin voilà, on fait des choix peut-être plus tranchés, mais souvent, qui peuvent être hyper pertinents, quoi. Ouais, Ouais. complètement. En tout cas, moi je l'ai vécu pour mes 2 grossesses, parce qu'à chaque fois ça a été l'occasion de faire des choix, stratégiques hyper, voilà, un pivot pour ma deuxième grossesse, moi aussi, et un écrémage pour la première. Et c'est vrai qu'on regrette pas, a posteriori, et si on regrette, et ben on peut rechanger et puis voilà. Enfin voilà, je pense que c'est aussi, un conseil qu'on Complètement. peut donner à celles qui nous Mmh. écoutent, c'est, écoutez-vous, et puis si jamais vous avez envie de changer, bah vous rechangez, et c'est possible aussi. Et du coup, donc là, tu es plusieurs mois, après ta reprise. Où en est ton activité? En quoi ça consiste? Alors, tu nous disais que maintenant tu accompagnes, des entrepreneuses, plus avancées. Est-ce que tu as, non seulement pivoté sur, la clientèle, est-ce que tu as aussi pivoté, je sais pas, sur le mode de fonctionnement, le modèle économique? En quoi consistent tes activités aujourd'hui? Est-ce que tu as la même équipe ou pas? Voilà, dis-nous tout. Ouais, tout à fait. Puis, en fait, ça a pas mal changé et ce que j'appelais un pivot il y a quelques mois, finalement, je me suis rendu compte ces derniers mois que c'était plus qu'un pivot. C'est quasiment une nouvelle activité. Ça fait 5-6 ans que je fais de l'entrepreneuriat débutant. Là, c'est pas, et je le dis de manière, tout à fait, objective, hein, il y a pas de de jugement derrière. C'est pas du tout la même clientèle, ce qui est normal. C'est pas les mêmes objectifs, nin. Et en fait, j'ai vraiment l'impression de repartir à zéro. Alors je dis ça de manière, positive, mais aussi, il y a du taf, il y a tout à reconstruire, renouveler l'audience et cetera. Il y a une petite partie de mon audience, qui me suit, puis il y a des personnes qui me suivent depuis très longtemps, même si elles correspondent pas à la nouvelle clientèle. Bah, voilà, forcément, quand on suit quelqu'un depuis longtemps, on a envie de voir, ce qu'il fait. Mais globalement, c'est presque une nouvelle activité que j'ai créée. J'ai fait le choix alors pour ce qui est de la Micropreneur Academy, les coachs, dans tous les cas, il y avait plus de raison d'être. Donc, j'ai quand même organisé à mon retour de congé maternité, j'ai quand même organisé une dernière mini session en mode, dernière chance, en autofinancement, voilà. Donc, ce qui fait que cette session a fini fin novembre 2025. Donc l'équipe là ça fait quelques semaines que leur contrat vient d'être fini.
donc c'est encore tout nouveau et donc je reste avec, une seule personne, donc mon bras droit, toujours la même personne. Fameuse Leïla. Voilà, la fameuse Leïla, qui m'accompagne dans mes aventures depuis, 2020 et en fait, j'avais envie de simplifier au max mon activité, me replonger dans l'opérationnel, me replonger dans l'accompagnement client direct. J'en avais envie après des années, avoir fait beaucoup de gestion, stratégie, j'avais vraiment envie de me replonger de remettre les mains dans le cambouis, en fait, pour retrouver du sens aussi. Pour retrouver du sens et aussi pour, savoir ce que j'avais envie de faire et je me suis dit: «C'est pas en imaginant, en faisant de la stratégie sur un papier que je vais vraiment trouver ma direction». Donc là, je vais proposer, du one-one, je vais proposer des offres différentes pour vraiment tester le maximum de choses et voilà, avoir vraiment une équipe très, très minimaliste pour la reconstruire ensuite. Mais j'avais pas envie d'embarquer avec moi toute l'équipe dans mon bordel, je sais pas dans quelle direction je vais, je sais pas ce qu'on va faire le mois prochain. Non, j'avais envie de voilà, de revenir à l'essentiel et d'expérimenter moi-même finalement. Donc je propose, du alors j'ai encore des programmes en ligne parce que j'adore délivrer, que ce soit en live ou en asynchrone. J'adore, créer des expériences pédagogiques, mais je fais aussi du mentorat individuel, pour des entrepreneurs qui sont bien avancés et qui ont besoin de s'extirper de l'opérationnel, de se libérer de ce fameux opérationnel et avoir une activité qui dépend plus d'eux en permanence. Donc c'est vraiment du mentorat long terme, très focus, avancé. C'est pas du one shot. Moi, j'ai vraiment envie de construire une relation sur le long terme. J'aimerais lancer un mastermind aussi, d'ici quelques mois ou l'an prochain, on verra. Mais en tout cas, je suis entre plusieurs modèles économiques. Peut-être que, voilà, je vais en garder qu'un seul, mais en tout cas, là, j'expérimente à fond. C'est grisant, j'ai plein d'idées. Par contre, j'ai quand même la frustration, malgré le mode de garde, mes 2 filles donc sont en crèche, mais forcément, les journées sont quand même assez restreintes, il faut se le dire et puis entre les maladies, la crèche qui ferme plus tôt, les vacances, j'ai l'impression d'être à fond puis hop, faut s'arrêter. Il est 17 heures, je vais chercher mes filles et puis, on reprendra que le lendemain ou en tout cas le soir, mais bon j'évite, j'essaie de me reposer. Mais, en fait, j'ai l'impression d'avoir énormément d'ambition, d'envie et puis il faut que je fasse rentrer ça dans des journées de 9 heures à 17 heures. Et ça, c'est mon challenge du moment. Enfin et dans tous les cas, voilà, ça va se faire au fur et à mesure des mois, mais c'est, ma frustration en ce moment. Faut le dire Mmh. aussi, malgré le mode de garde, quand on est dans une phase soit de croissance, soit de renouveau, c'est plus comme avant où on peut se permettre de bosser jusqu'à 21 heures, de manger à 22 heures et puis de recommencer le lendemain. Là, faut que ça rentre dans le cadre, mais on est en phase de rodage et puis, voilà, c'est de plus en plus facile, on va dire, à la maison. Mmh. Et est-ce que du coup, tu as aussi fait évoluer tes statuts, d'entreprise? Enfin, est-ce que du coup, tu as recalibré les choses, pour, voilà, ouais, pour coller à ton à la phase de développement là de ta nouvelle activité? Parce que comme tu dis, c'est plus qu'un pivot. Alors moi, ce qui est bien, c'est que je repars pas de zéro quand même, dans le sens où là, par exemple, depuis septembre, j'ai relancé des programmes que j'avais avant. Donc mon chiffre d'affaires, forcément, il y a plus la Micropreneur Academy, évidemment qu'il a baissé, mais je veux dire, on est sur des niveaux, très corrects, en tout cas pour un redémarrage. Donc j'aurais pu garder le même statut, mais pour une raison tout simplement, d'optimisation fiscale et sociale. Je suis passée en EURL. Voilà. Mmh. On a fait des arbitrages avec mon comptable, mais ça a pas de il y a pas de rapport, on va dire, avec, ce pivot. OK. OK, OK. Ouais, non, je posais la question parce que je sais que j'ai pas mal de clientes, qui pensent à faire évoluer, leur statut et souvent ça tombe, quand elles sont, soit en projet bébé, soit enceintes ou en postpartum et ça fait partie, je trouve, tu sais, des choses qu'on laisse traîner. Ouais. Et c'est important, de pouvoir, voilà, calibrer les choses, de manière stratégique. Avec le recul, est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils à donner, aux entrepreneuses qui nous écoutent, qui sont à leur compte et qui appréhendent, le fait, de se lancer dans l'aventure, de la maternité?
2 conseils qui résument un peu ce que je dis dans cet épisode. Déjà, il n'est jamais trop tôt pour préparer, l'arrivée d'un enfant, même, quand on est même avant d'être, en fait, en désir. D'ailleurs, j'ai plein de clients qui sont, et qui en sont là de: «Je n'ai pas de projet de bébé pour l'instant, mais je sais que ça va arriver même d'ici, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Comment est-ce que je structure dès à présent?» Et c'est une excellente idée, en fait. C'est pas, impossible évidemment et c'est ce que tu enseignes aussi, j'imagine dans ton programme. On peut très bien, structurer les choses, enfin bien préparer le congé mat quand on tombe enceinte, mais c'est aussi hyper intéressant de le faire, si on peut, qu'on a la possibilité en tout cas. C'est jamais trop tard, mais c'est jamais trop tôt non plus. Donc voilà, voir comment essayer de regarder les prestats principales, par exemple, regarder le parcours client, qu'est-ce qu'on peut simplifier, qu'est-ce qu'on peut, épurer, qu'est-ce qu'on peut déléguer? Est-ce qu'il y a peut-être des rendez-vous qui pourraient être délégués ou supprimés? Est-ce qu'on pourrait remplacer ça par ci? Enfin voilà, il y a plein de choses à voir. Donc ce serait le 1er conseil et 2e conseil mais que moi on m'a donné, hein, mais je n'ai pas voulu, l'écouter ou l'entendre, c'est, heu, il ne faut pas over anticiper parce qu'en fait ça crée, le fait de vouloir tout préparer, tout maîtriser. Moi, je suis quelqu'un qui est alors j'ai travaillé sur moi-même, je suis quand même beaucoup dans le contrôle, j'aime bien que tout soit planifié, tout soit carré, mais en matière de parentalité, quand on en a parlé, on a beau prévoir, c'est comme l'accouchement, hein, on rêve, de l'accouchement parfait, puis ça ne se passe jamais comme prévu. Et en fait, c'est OK d'anticiper les choses, mais ça peut créer aussi beaucoup d'attentes, d'exigences, «Ah, je me projette comme ça» et donc de déception, frustration. Donc voilà, après dans tous les cas, comme tu l'as dit, ça dépend du tempérament de la personne, ça dépend de l'activité, ça dépend de la grossesse qu'on a, c'est de l'accouchement, du postpartum, c'est tellement aléatoire. Hem, mais heu, mais c'est trop cool d'être parent. Moi j'adore ce rôle-là. Ouais, non, mais merci, de nous avoir partagé, ces conseils qui peuvent paraître contradictoires comme ça en disant: «Bon, bah, on se prépare ou on se prépare pas?» et en fait, l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire Oui. que l'idée, c'est de pouvoir, anticiper, se projeter, mais de garder de la flexibilité, de pouvoir s'écouter sur le Mmh. moment et de voilà, on peut anticiper sans forcément être dans l'over control et cette rigidité qui est très frustrante quand on est parent parce que comme tu l'as très bien dit, on peut pas du tout contrôler et du coup, je trouve que c'est ce que ça apporte aussi la parentalité aux tempéraments comme les nôtres, tu sais, très carrés, qui aiment bien Ouais. que les choses soient faites de justement, d'amener ce lâcher prise et d'amener cette fluidité dans le quotidien et d'arriver à voilà, à surfer, sur ces voilà, sur les événements, qu'on ne contrôle pas, mais qu'on peut quand même, savourer. Tout à fait. On te retrouve, Maëlène, pour un épisode bonus, où tu vas nous parler de la stratégie, de la petite offre. Tu vas nous dire, bah, voilà, déjà, c'est quoi une petite offre? En quoi c'est pertinent, quand on est entrepreneur et d'autant plus, lorsqu'on est en projet bébé, ou enceinte. Mais en tout cas, d'ici ce prochain épisode, je tenais à te remercier, pour, ton partage, authentique et ultra inspirant, d'aujourd'hui. Merci de nous avoir partagé ton histoire. Bah, avec grand plaisir. Merci à toi Solène. Un grand merci à Maëlène pour son témoignage qui montre à quel point la maternité peut être un accélérateur de transformation quand on est entrepreneur. Avant de conclure, je voulais glisser une info pour celles qui sont concernées. J'ai collaboré avec une juriste spécialisée en droit de la périnatalité pour co-créer une masterclass sur les droits au congé maternité quand on est entrepreneur. On aborde notamment le sujet des différents statuts. Vous l'avez vu, Maëlène, elle a changé de statut au fur et à mesure de son évolution et peut-être que c'est une question que vous vous posez. Mais en tout cas, on parle aussi des indemnités auxquelles vous pouvez prétendre en fonction de votre situation, ce qui vous permet éventuellement de changer de statut avant la grossesse si vous vous rendez compte qu'effectivement ce sera plus avantageux pour vous. On parle aussi évidemment des démarches à faire pas à pas. On vous a même créé une checklist pour ne rien oublier et avoir zéro charge mentale. Et puis, on parle aussi des droits au-delà du congé maternité.
anticipée. Par exemple, si vous réduisez vos heures à la naissance de vos enfants, vous avez le droit à la prépare à 50 ou 80%. C'est une aide financière qui est très peu demandée par les indépendantes parce qu'on ne sait pas toujours ce à quoi on a droit tout simplement. Mais en fait, quand on est à son compte, c'est à nous d'anticiper, de comprendre, de faire des démarches pour obtenir ces droits pour lesquels on cotise. Là, pour le coup, 100% des personnes cotisent, mais il y a finalement un moins grand pourcentage qui obtient des droits. Tout simplement parce que c'est à nous de faire les démarches. Bref, si vous êtes enceinte ou même en projet bébé, franchement, n'hésitez pas à anticiper ce sujet grâce à la masterclass juridique. Le lien est dans la description de l'épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour notre épisode bonus avec Maëlan où on expliquera pourquoi développer une petite offre lorsqu'on devient maman avec nos conseils croisés. À la semaine prochaine.